Bonjour à tous. Donc, on m'a demandé de présenter des déformations, enfin, on pensait des déformations cassantes et ductiles dans les sédiments quaternaires, et en particulier ce qui peut être généré par les processus périglaciaires. Ça, c'est les résultats, grosso modo, les résultats d'un projet qu'on avait eu qui avait été piloté par EDF il y a quelques années. Et j'avoue que j'ai pas trop retravaillé dessus et je vous demande de m'excuser parce que c'est quelque chose que j'avais plus ou moins présenté déjà il y a 2 ans ou 3 ans. Alors, grosso modo, quand on soumet les sédiments, la couverture superficielle à des contraintes, on a de la déformation. Et d'une manière générale, quand les sédiments sont saturés en eau, on a plutôt de la déformation ductile, souple. Et quand les sédiments sont drainés, on a de la déformation cassante. Et la géométrie de la déformation permet d'avoir une idée des processus élémentaires qui sont en jeu, qui sont à l'origine de la déformation, et de l'état des contraintes. Bon, ça, je vous connaissez tous, mais simplement pour dire que si on a une direction d'allongement qui est horizontale et une direction de raccourcissement qui est verticale, on a plutôt des failles normales, ici conjuguées. Quand la direction d'allongement est verticale et de raccourcissement horizontal, on a des failles inverses. Et quand les deux directions de déformation sont dans un plan horizontal, on a des décrochements. Alors évidemment, on peut avoir, en général, dans des sédiments meubles, il est très difficile de voir les plans de faille eux-mêmes et donc d'avoir des systèmes un peu plus complexes que ça. Donc on va s'en tenir là. Alors, il y a eu beaucoup de modèles faits par des gens pour comprendre la déformation dans des formations meubles, qui ont été faits dans des boîtes à sable, des modèles analogiques, et qui illustrent un peu tout ce qui peut y avoir. Ça, j'ai mis un peu pêle-mêle, je dois avouer. On va commencer par une expérience qui est assez ancienne, qui était dans les années 50. Les sédiments sont des sables, avec quelques niveaux un peu plus cohésifs ici en gris. Et quand on monte le substratum, un bloc de substratum sous la couverture sédimentaire, on a des failles inverses, courbes, qui se développent et qui sont courbes en direction de la zone qui est en bas, qui n'a pas été soulevée. On a la même chose quand on a une cavité, enfin des effondrements au-dessus d'une cavité. On a des failles inverses conjuguées qui sont courbes au-dessus de la zone affaissée. Ça peut être plus compliqué quand on a du relief, par exemple. On a une zone affaissée avec toujours ces failles inverses courbes. Et dans la zone amont, où on a de l'allongement horizontal pour accommoder l'affaissement, on a des failles normales conjuguées. Ça, c'est un modèle qui est intéressant, où on a à la fois un allongement horizontal. C'est un bloc de substratum qui glisse, qui descend sur une faille normale. Et dans la couverture, on voit bien que dans la zone amont, où on a essentiellement de l'étirement horizontal, on a un système de failles normales conjuguées. Mais dans cette zone où on a à la fois de l'étirement et de l'affaissement, on a des systèmes de failles inverses courbes et de failles normales associées pour accommoder la déformation. Et puis là, c'est du raccourcissement horizontal plus classique. Et on a des systèmes de failles inverses, des plans de chevauchement qui délimitent parfois des structures conjuguées, qui peuvent délimiter des structures en pop-up, comme ça. Et quand on regarde en plan, quand la source de déformation est localisée, par exemple la croissance de quelque chose sous la couverture ou l'effondrement d'une zone, on a une distribution des failles, des fissures qui est assez particulière. On voit ces failles radiales et puis des failles au sommital, qui sont plus ou moins annulaires. Là, c'est un exemple d'effondrement au-dessus au-dessus d'une cavité, et on a surtout des failles annulaires qui se produisent. Alors, tous ces types de déformations sont bien retrouvés dans les terrains en milieu naturel. Ça, c'est un exemple de pingo, c'est-à-dire une butte de glace intrusive en milieu à pergélisol continu. On voit très bien... pardon, je me trompe de bouton. On voit très bien que, suite à la croissance de
du cœur de glace, de la butte de glace, on a la couverture avec cette structure en fissure radiale et puis des effondrements plus ou moins annulaires au sommet. Ça, c'est lié en milieu périglaciaire aussi, c'est une butte de pergélisol, c'est une lithase. C'est dans des sédiments fins, là, on a beaucoup de glace de ségrégation qui se forment, et la croissance de ces lentilles de glace fait une butte, déforme le sédiment, et on trouve des failles inverses pour accommoder la déformation qui n'est pas homogène dans la butte. Là, c'est à une échelle complètement différente, c'est un diapyre salifère, et on voit que la couverture, aussi, on retrouve ce système de failles radiales et annulaires. On trouve ça également, il y a beaucoup d'observations qui concernent des dolines. En milieu karstique, on peut avoir voilà, de la cryptokarstification sous la couverture. Et évidemment, l'affaissement lié à la cryptokarstification donne naissance à des structures avec des systèmes de failles normales conjuguées qui marquent l'affaissement. Et alors, évidemment, si cette cryptokarstification se produit, enfin c'est quelque chose qui se produit pendant une durée assez longue dans le temps, on peut très bien imaginer qu'on est un petit peu ce qu'on a montré, enfin ce qui a été montré tout à l'heure, c'est-à-dire des systèmes de failles inverses qui s'arrêtent à un niveau, qui sont recouvertes, et puis d'autres systèmes qui se mettent en place au fur et à mesure de l'affaissement. Ça, c'est un exemple là, qui vient d'Aquitaine, où on a des alluvions anciennes, et c'est pareil, on a de la cryptokarstification, et on a des systèmes de failles inverses, courbes, conjuguées, au-dessus de la zone affaissée. D'autres exemples, là, c'est des exemples liés à des glissements de terrain. Ici, un grand glissement plan sur une couche d'argile peu résistante. À l'amont, évidemment, on a de l'extension, plutôt des failles normales conjuguées, et à l'aval, une zone de compression et des plans de chevauchement. Ça, c'est un exemple dans une tranchée archéologique. On a un site paléolithique moyen là, qui est repris dans un glissement de terrain. On est dans la zone frontale et on a ces plans de chevauchement frontaux ici. Alors, en milieu périglaciaire ou glaciaire, disons, là, dans les secteurs dans les endroits où il y a beaucoup de glace, on a beaucoup de déformations quand la glace fond. Là, c'est un exemple qui est tiré de la littérature, c'est un esquerre, c'est-à-dire des écoulements, des dépôts sous-glaciaires qui sont mis en place dans un chenal sous-glaciaire. Et lorsque la glace fond, évidemment, ces dépôts se déforment, on a ces grands systèmes de failles inverses, courbes, comme on a vu tout à l'heure. Là, c'est des blocs de glace qui ont été emportés dans une sorte de lahar géant. Et ces blocs de glace fondent et donnent des failles inverses courbes et ces structures annulaires en plan, comme on a... Comment tu expliques la déformation faille inverse de l'esquerre? La butte, enfin le remplissage du chenal était limité sur les côtés par la glace. Oui. Et une fois que la glace fond, eh bien, on se retrouve avec une butte qui n'est plus soutenue et avec beaucoup d'eau à la base et ça a tendance à basculer. Ouais, voilà ça. C'est de la bascule, c'est pas vrai parce qu'on a pensé qu'il collapse au contraire. Non, parce que probablement que c'était assez bien drainé une fois que... Ouais. Enfin, c'est comme ça que ça a été interprété dans la littérature, en tout cas. Et bon, voilà. Alors, un type de fissuration qui est propre au milieu périglaciaire, c'est la fracturation liée à la contraction thermique du sol. Quand il fait froid, le sol gèle. Et quand on atteint il y a un gradient de température très élevé entre la surface et une certaine profondeur, les tensions font que le sol se rétracte et craque. On a des fissures et au fur et à mesure des cycles, ces fissures se propagent, s'interconnectent et donnent naissance à des polygones, c'est ce qu'on a ici, qui font entre 15 à 50 mètres de diamètre. Ça, c'est un exemple actuel qui provient de l'île de Banks dans l'Arctique canadien. Et quand à la fonte, on peut avoir de l'eau qui percole dedans et qui regèle là s'il y a du pergélisol. Et donc la succession de ces événements de fissuration et de formation de glace en profondeur fait qu'on a des coins de glace très importants qui peuvent se
grandir. Et c'est pour ça que ces fissures ici sont très larges. Alors quand on a on a du sable, enfin, à proximité, par exemple des dunes, on peut avoir un remplissage par du sable éolien, ou alors on peut ne pas avoir de remplissage du tout. C'est ce qui se passe dans les zones où il n'y a pas de pergélisol, c'est-à-dire que cette contraction thermique peut se produire dans des environnements froids, mais dans lesquels il n'y a pas de pergélisol. Et dans ce cas, il n'y a pas de remplissage vraiment. Un petit peu, les lèvres des fissures peuvent s'effondrer un petit peu, s'effriter et puis remplir un peu. Mais on a des fissures verticales, voire des faisceaux de fissures, parce qu'on voit que ça peut fonctionner, ça fonctionne de manière répétée, mais sans réellement de remplissage. Et ce qui est diagnostique, c'est en fait ce qu'on voit en plan, c'est-à-dire cette organisation en réseaux plus ou moins hexagonaux ou rectangulaires. Alors voici des exemples, ça c'est une photo de pierre qui provient de la zone leucique, une pseudomorphose de coin de glace, donc la glace a fondu et puis le sédiment est superficiel a remplacé la glace. Ça, c'est un même exemple qui provient des Pays-Bas, un coin de glace dans des sables éoliens, et on voit les effondrements sur les bords qui sont liés au remplacement de la glace par le sédiment encaissant. Ça, c'est un exemple dans lequel le remplissage est essentiellement des matériaux éoliens, des sables éoliens, et on devine encore très bien les laminations verticales qui sont liées à ces événements successifs de fracturation et de remplissage. Oui. Et ça, ce genre de fissures, de coins de glace, on les retrouve uniquement pendant les périodes très froides dans nos environnements, on va dire, Europe occidentale, Europe centrale, ou est-ce qu'on peut en avoir des suffisamment grandes en période plus tempérée, quoi, on va dire. Alors, on a cartographié ça en France, enfin, toutes les évidences, avec un projet avec Pierre, toutes les évidences où on avait des coins de glace, ou alors des coins à remplissage sableux. Et les coins de glace, pour qu'il y ait de la glace, pour qu'il y ait des coins de glace, il faut qu'il y ait de la glace pérenne, donc du pergélisol. Voilà. Donc ça, en France, on sait que c'est vraiment une partie assez nord, au-dessus de, grosso modo, 47-48 degrés nord. Les coins à remplissage sableux éolien, il n'y a pas besoin qu'il y ait de pergélisol, puisque le coin peut grandir parce qu'il y a du sable qui s'accumule. Et donc on a ça beaucoup plus au sud, on a une bande où on n'a que des coins à remplissage sableux, en périphérie des épandages sableux éoliens, par exemple en périphérie des Landes, dans certaines zones du bassin parisien, enfin, etc., ou dans la vallée du Rhône. Et ça touche presque tout, on en a pas dans toute la France, mais disons des coins à remplissage de quelque chose, dans une grande partie de la France quand même. Voilà. On sait qu'il y a au moins eu du gel saisonnier profond dans la plus grande partie de la France. Ça peut faire comme des fissures de dessiccation, en fait. Oui. Ça ressemble à ça. Ouais. Mais dans des sédiments qui ne se prêtent pas à la dessiccation normalement. Oui, c'est-à-dire que là, dans des sables ou des trucs... Voilà, c'est ça. Donc la conclusion partielle, c'est que les déformations cassantes sont assez communes dans les sédiments quaternaires. On peut en déduire des informations sur les contraintes à partir des types de fracturation, de leur géométrie. Alors là où ça pose un problème, c'est justement de déterminer les facteurs qui sont à l'origine des contraintes. Et c'est, de mon point de vue, enfin, un exercice assez difficile. On a vu de très beaux exemples tout à l'heure. Mais quand on est, parce qu'il y a tout un tas d'études derrière, et puis qui suivaient des failles qui sont déjà repérées, mais c'est vrai que quand on n'a pas de failles repérées, et même, voilà, et quand on est face à des coupes nouvelles et où on voit de la déformation, c'est pas simple d'emblée de connaître les facteurs qui sont à l'origine de la déformation. Voilà. Alors, un autre point sur les déformations ductiles. Alors, c'est des déformations qui impliquent des sédiments qui sont saturés en eau et ou une surpression d'eau interstitielle. Alors, ça inclut essentiellement la liquéfaction des sédiments et la fluidisation. La liquéfaction, c'est ce modèle-là. On a des grains qui sont entassés. Quand la pression d'eau interstitielle augmente, le frottement
au niveau des contacts des grains diminue, disparaît, et donc les sédiments sont dans un état liquéfié. Et lorsque la pression se dissipe, ils peuvent éventuellement se resédimenter dans un entassement plus lâche. La fluidisation, c'est le transport d'eau, la circulation d'eau verticalement dans le sol. Quand on a un débit qui est faible, on a essentiellement de la percolation dans les vides d'entassement et les vides du sol. Et lorsque le débit dépasse un certain seuil, on a des dikes qui se forment avec des volcans de sable au sommet. Voilà, on connaît beaucoup d'exemples dans la nature aussi. Ça, c'est un exemple qui vient d'une excursion qu'on a vue pendant une excursion de la FEC en Italie. Dans une zone une résurgence karstique. On a des sables. Il avait plu dans les jours qui précédaient, donc l'eau ressortait par la résurgence et on voyait ces volcans de sable qui étaient actifs, là, qui bouillonnaient dans les jours qui ont suivi. Ça, c'est un exemple qui est lié à un séisme en Italie. On a eu donc de la liquéfaction en profondeur. La couverture s'est affaissée dessus et l'eau est remontée et par des fissures et ça donnait tout un tas de volcans de sable qui sont d'ailleurs alignés sur des fissures. Ça, c'est un exemple qui provient d'un pingo. On a dans un pingo donc le système. C'est souvent lié à des lacs en milieu à pergélisol. Sous les lacs, le pergélisol dégèle. Et si le lac se draine, le pergélisol recolonise les sédiments sableux et donc met sous pression la lentille de non gelée qui persiste. Et l'eau s'injecte en surface. Et on a des dikes qui se forment, et on a du sable évidemment qui remonte dans ces dikes. Ça, c'est un exemple qui provient. Alors ça, c'est deux exemples qui proviennent du même couple dans la région de Reims, dans des sables qui sont crétacés. Et c'est probablement des phénomènes anciens. On a ici un dike qui est lié à la fluidisation. Et puis c'est recoupé par une faille, donc on sait que c'est quelque chose d'ancien, une faille où il y a des carbonates qui sont accumulés. Et dans la même coupe, on a au sommet de la carrière, on a ces déformations en coussin, qui ressemblent beaucoup à des déformations qu'on trouve en milieu périglaciaire. Et finalement, comme c'est proche de la surface, et ça a été proche de la surface pendant la dernière période froide, on a plein de ségrégations de glace dans les niveaux fins, de traces de ségrégation de glace. Et donc finalement, on n'a pas trop pu décider si c'était d'origine périglaciaire ou finalement c'était un peu les mêmes processus que les phénomènes, c'était associé à ces phénomènes de fluidisation qu'on avait plus bas dans la carrière, à plus grande profondeur. Donc, bon, voilà. Je pense qu'en fait c'est lié, mais bon, je ne mettrai pas ma main au feu. Alors, toujours, voilà, en principe, on peut déterminer assez aisément les processus élémentaires qui sont impliqués dans la déformation. Mais toujours remonter aux facteurs qui ont provoqué ces phénomènes élémentaires reste assez difficile. Bon, je ne vais pas m'étendre. Un petit focus sur les déformations ductiles en milieu périglaciaire. Il y a, voilà, 3 processus principaux qui sont impliqués. On a parlé de la liquéfaction, du dégel de sédiments riches en glace. Il y a des expériences qui ont été faites, ça a été expérimenté en laboratoire. Quand on a ici des sables au-dessus d'argile, dans les argiles, il y a beaucoup de ségrégation de glace qui se fait. Quand on fait fondre ça, le sable s'enfonce dans les sédiments argileux dégelés, et ça donne des déformations qu'on appelle du load casting périglaciaire, ou plus largement des cryoturbations. Ça, c'est bien documenté dans des sédiments fins. On a aussi, alors la fluidisation, j'y reviendrai tout à l'heure, et aussi un troisième processus qui a été très bien étudié, c'est le gonflement cryogénique différentiel, lié au cycle gel-dégel. Dans des sédiments fins, on a le gel, quand il pénètre, on provoque la formation de lentilles de glace. Et ça marche très bien dans des sédiments fins, argileux, limoneux, et pas du tout dans les sables.
Et donc le contraste alors la formation de glace de ségrégation fait gonfler les sédiments, et le gonflement différentiel entre les couches qui sont favorables à la ségrégation de glace et ceux qui ne le sont pas fait qu'on a des déformations qui se créent. Et ça, c'est des expériences classiques de Pissard dans les années 80. Ça a été repris par des expérimentations là d'un Japonais plus récemment, dans les années 2000. Voilà, bon, c'est quelque chose qui est assez bien documenté. Alors voici des exemples en milieu actuel. Ça, on a des graviers estuariens, deltaïques, et puis des couches de limon qui sont déformées en coussins, séparés par des piliers de limon. Ça, c'est voilà, des involutions assez classiques en milieu périglaciaire. Et puis un autre exemple ici, là, c'est de la glace massive, qui est probablement de la glace de glacier enterré, qui n'a pas fondu, du til dessus, des dépôts glaciaires, et les tourbes qui forment des pseudonodules ou des coussins voilà, qui s'enfoncent dans ces îles dégelées. Alors en fait, actuellement, la profondeur du pergélisol, c'est très, très tourbeux au sommet et pas très profonde. On est à peu près à 40-50 cm. Mais ces déformations voilà, vont pratiquement jusqu'à la glace massive, et on pense que c'est lié à l'optimum climatique Holocène où la couche active était plus importante. Donc là, ça se passe, les déformations se passent dans la couche pergélisol, dans la couche... Ouais, le sommet du pergélisol actuellement... Mince, pardon. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Misère. Je suis où là? C'est en bas, Ouais, vas-y. Parce que souvent, c'est dans la couche active que ça se passe. Alors justement, c'est normalement dans la couche active. Il se trouve que la couche active actuelle, c'est ça. C'est des tourbes au sommet, hein, des sols très tourbeux. Mais les déformations sont dans le pergélisol. Ça, c'est du pergélisol. Et c'est pour ça qu'on pense que pendant l'optimum climatique Holocène, la couche active était beaucoup plus épaisse. Et c'est pour ça qu'on a eu ces déformations. Et actuellement, elles sont... il y a une aggradation du pergélisol ou même tout l'Holocène récent. Hein. Ouais. Alors, voilà. Des déformations ductiles dans les sables, on n'arrivait pas à en reproduire en laboratoire. Et pourtant, quand on fait du terrain, dans des milieux périglaciaires, on en voit. Et en France, il y a plein de déformations dans des sables qui pourraient être d'origine périglaciaire. Et donc, une des possibilités, c'est que ce n'est pas à cause de la glace de ségrégation, puisqu'on n'a pas de lentilles de glace de ségrégation qui se forment dans les sables. En revanche, on peut avoir de la glace d'injection qui se forme. Et c'est un modèle qu'on a essayé de reproduire au laboratoire dans le cadre de ce projet. Et c'est typiquement ce qui forme les pingos, enfin vous verrez des images tout à l'heure. Et quand on fait, disons, on injecte de l'eau sous un modèle de sol, avec des sables et puis quelques couches de limon, on voit qu'on a des fissures qui se créent sous le sommet gelé, donc sous le front de gel, et puis sous les niveaux les moins perméables. Et on a de l'eau, donc ça fait des grandes lentilles d'eau avec des dikes. Et puis, quand ça gèle, ça donne la glace d'intrusion, la glace intrusive. Et puis, lorsque tout ça dégèle, eh bien, on a la déformation ductile. Et donc, c'est un modèle qui probablement est assez répandu, enfin, doit être assez répandu dans les milieux périglaciaires quand le sol est sableux. Bon, on connaît les pingos, ces grandes buttes de glace de ségrégation, de glace d'intrusion. Là, ça en a un autre exemple qui font actuellement, on voit les réseaux de coins de glace ici. Mais ça, c'est d'autres auteurs qui ont documenté des systèmes qui sont beaucoup plus petits, où on a des poches dans la couche active, des poches qui se gèlent plus tardivement, et donc des mini-systèmes clos où le gel pénètre latéralement dans des sables qui ne sont pas encore gelés, au-dessus du pergélisol, et donc on a de la glace d'intrusion qui se forme au-dessus, sous la surface gelée, et on appelle ça des frost blisters. Alors ça, c'est un exemple actuel, et dans certains coins, c'est très abondant. Par exemple, ici, on voit ici les polygones de coins de glace, et toutes ces petites taches blanches, c'est ces petites buttes
qui sont liées au regel tardif de certaines zones de la couche active et à l'injection d'eau vers le haut et de formation de petites buttes de glace. Voilà, alors, voilà, ça c'est des exemples pléistocènes dans le Sable des Landes. On a plein de déformations, ça c'est des sables éoliens, on a plein de déformations dessus, des niveaux un petit peu tourbeux, et puis avec des dikes associés, et qui montrent qu'il y a eu de la fluidisation. Donc, potentiellement, ça pourrait être d'origine périglaciaire, et c'est un petit peu ce type de structure. Ça peut se développer, même quand il n'y a pas de pergélisol, il suffit qu'il y ait un niveau imperméable dessous, des niveaux argileux par exemple. Et puis ça, c'est un autre exemple qui provient de la région de Soulac, en bord de mer. On a des dépôts éoliens toujours, et puis des niveaux, disons, côtiers, enfin, avec de l'éolien, des dépôts argileux interdunaires, etc. Là, c'est un banc limoneux, et on voit très bien qu'on a eu de la fluidisation avec un dike qui a traversé la couche limoneuse, et puis des diapirs au-dessus. Voilà. Bon. J'ai écrit que c'était sans doute d'origine périglaciaire, mais je ne mettrai pas ma main au feu, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est d'origine... mais là, ça pourrait être d'origine sismique. Je comprends pas. Et ça, la fluidisation, elle est vers le bas, là? Non. Là, c'est le départ des trucs, et puis on a un diapir... Ah oui, ouais. Okay. Ouais. Et un diapir... Voilà, ici. Ça traverse, et puis un diapir qui s'est formé au-dessus. Dans les sables sulfureux. Au niveau de nappe, ça suffit pas, ça. Ouais, non, mais on peut imaginer. Voilà. Il se trouve qu'en fait, il y a plein justement de fentes qui sont liées à la contraction thermique. Et tous les niveaux fins, il y a des structures lamellaires liées à la formation de ségrégation de glace qui sont très abondantes. Donc on s'est dit, bon, ça peut être bien être périglaciaire, mais voilà. Alors, dans le cadre de ce projet, on avait du coup fait un peu pareil, une base de données nationale, de tout ce qu'on connaissait comme déformation ductile. Alors, il y a pas mal de gens qui ont été mis à contribution, dont un certain nombre des gens qui sont ici. Et il y a différents types de déformations ductiles, voilà. Et on avait analysé ça à l'échelle de la France. Voilà, c'est tous les points roses. Et ça... On voit ici une carte avec les pseudomorphoses de coins de glace en bleu, et là, en orange, les pseudomorphoses de coins à remplissage sableux éolien. Et ça, c'est la limite du permafrost tel qu'il est reconstitué par un modèle tout récent, enfin, sur lequel on a travaillé, un modèle climatique. Voilà, ici, le pergélisol, grosso modo, c'est étendu jusqu'à la zone en pointillé. Et ça, on voit que ça fit bien avec la distribution des coins de glace. Et quand on regarde la distribution, et on voit que la distribution de ces déformations ductiles, bah, finalement, elle est assez comparable à celle des structures d'origine périglaciaire. En revanche, elle est assez différente des données des séismes récents, enfin depuis 1962. Cette carte, et en particulier des zones qui sont assez peu sismiques, voire complètement asismiques, enfin au moins à l'échelle de temps considérée, en fait, ont livré beaucoup de déformations. Donc l'idée que la majorité de ces déformations soient d'origine périglaciaire, paraît probable. Bien que au niveau individuel, voilà, c'est plus compliqué, voilà. Mais c'est globalement, on a l'impression que c'est... Il faudra peut-être faire une autre carte à côté, c'est la susceptibilité du sol, quoi. Ouais. La qualité, je veux dire, la qualité des sols à ces figures qui sont... Ouais. Alors, parce qu'effectivement, en fait, dans les Landes, là, ce qu'il y a au sud, les déformations, c'est essentiellement du sable. Ce qui n'est pas le cas au nord, où on a ça un peu partout. Même dans la région de Limoges, le Limousin et tout, avec les sables des arènes granitiques, on retrouve aussi ce type de forme. Ça marche bien. Ouais. Et là, c'est bien exprimé aussi, parce qu'il y a eu un épisode froid assez fort. Voilà. La microsismicité, il faut se méfier, parce que s'il n'y a pas de signe, c'est peut-être qu'il y en a eu un gros et que c'est calme et que... Je suis d'accord. Non, c'est... Voilà, après, bon, on essaie d'enterrer quelque chose quand même. Bon, c'est pareil, au niveau... Ouais. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut qu'on interagisse. Ouais. Un autre argument pour dire que c'est probablement d'origine périglaciaire, c'est que, pour la plupart,
je me répète, c'est que on voit que la hauteur de ces involutions évolue en France. C'est-à-dire que voilà, tout a été ploté, tout ce qu'on avait trouvé a été ploté, et on voit qu'elles sont grosso modo pas très épaisses dans le sud, et quand on monte, eh ben, on arrive à des épaisseurs qui sont de l'ordre de 2 mètres, 2,50 m, qui atteignent ces épaisseurs-là dans le nord, dans la zone à Pergy-Lissol, c'est-à-dire où on sait qu'il y a eu de la glace, des coins de glace à cette époque. Voilà. Donc c'est... Bon, il y a d'autres arguments, mais je ne vais pas aller dans le détail. La conclusion partielle, c'est que, c'est comme tout à l'heure, en milieu périglaciaire, il y a beaucoup de déformations qui sont liées soit à des cycles de gel-dégel, soit à la croissance ou à la fonte de corps de glace dans le sol, et que les processus élémentaires qui sont appliqués sont finalement assez similaires de ce qu'on a déclenché par d'autres facteurs, par des séismes ou par d'autres facteurs encore, et que finalement, c'est pas toujours simple d'avoir sur un site donné des conclusions définitives. Voilà. Ben voilà, la conclusion générale, je vous laisse la lire tout seul, c'est que, évidemment, le fait qu'on ait eu du pergélisol en France dans une grande partie et du gel saisonnier profond sur pratiquement au moins sur l'ensemble du territoire, ou presque tout, on sait qu'on peut avoir des phénomènes périglaciaires et potentiellement de la glace pérenne qui s'est formée, et donc des déformations associées. Et donc, voilà, c'est des choses qu'il faut garder en mémoire quand on aborde un site particulier où on a de la déformation. Voilà, je vous remercie. Je crois que c'est tout. Ah non, juste un truc. Attendez, excusez-moi. Juste un truc, c'est pour montrer combien ça peut être compliqué. C'est par exemple, voilà, des dolines dans le sud. Là, donc, on est dans le sable des Landes, c'est le sable éolien. On a des failles qui passent et des dolines qui sont formées au niveau de ces failles, la cryptocarstification, donc la couverture sableuse s'effondre dans ces dolines, et on voit bien, elles sont alignées sur... voilà. Et évidemment, quand on tranche là-dedans, dans les sables, on a de la déformation, mais du coup, est-ce que c'est lié au fonctionnement de la faille profonde, ou est-ce que c'est lié aux phénomènes superficiels qui sont associés à la faille, mais à la carstification, mais qui n'ont pas de rapport direct dans le fonctionnement avec la faille. Voilà, c'est une des questions... Voilà. Vous travaillez en plan, en carte, vous travaillez beaucoup avec des photos aériennes ou des photos haute résolution. Est-ce que vous avez accès à des MNT très haute résolution, justement j'utilise surtout les MNT à 5 mètres de l'IGN. Le RGELT, on peut avoir le 1 mètre, mais je trouve que le 5 mètres est pas mal, ouais. Vous travaillez avec des drones aussi Parfois, sur site, nous, on va faire de la photogrammétrie précise pour avoir vraiment la très haute résolution sur un secteur donné. Ouais, ouais. On est équipé à l'INRAP, oui. Il y a un service avec... il y a des drones par région, et puis il y a des géophysiciens aussi. D'ailleurs, si il y a des questions qui concernent la paléosismologie, on a un service de géophysique, par exemple, pour faire des investigations, soit du Juradar, soit de la résistance électrique, la résistivité électrique, etc. Donc, c'est vrai que si sur un site donné, on peut faire venir ces gens-là, c'est dans le cadre de nos opérations. Donc, ça permet d'acquérir de la donnée facilement. Voilà, ça peut être des choses... C'est pour ça que il faut que ça soit, disons, connu et au niveau de notre direction générale, quoi, direction scientifique.